Merci bien Jean. Donc notre présentation s'intitule « De Gletsch à la Méditerranée, 5 modèles de gestion intégrée de l'eau dans le bassin du Rhône ». Comme on vous l'a dit, ce projet s'inscrit dans notre groupe de recherche Paulette, mais plus spécifiquement dans un projet de recherche Gouv-Rhône qui est soutenu, financé par un consortium de partenaires, l'Office fédéral de l'environnement, le canton de Genève, le canton de Vaud, la DREAL, donc la Direction régionale de l'environnement Rhône-Alpes, pour la partie française, l'agence de l'eau aussi, Rhône-Méditerranée-Corse. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est pas de revenir sur ce qu'a très bien expliqué Olivier Petit et d'autres intervenants avant nous, mais effectivement, de partir du constat, et sans plus le développer, que le concept de gestion intégrée de l'eau laisse de très larges marges d'interprétation, en tout cas qu'il a été diffusé à l'initiative de différentes organisations internationales ou non gouvernementales internationales. Bon, on ne revient pas ici sur les intentions derrière et sur la discussion de la pertinence ou pas de ce concept, mais on prend acte de sa complexité quelque part et de toutes les questions qui y sont rattachées, c'est-à-dire que vise-t-on par une gestion intégrée de l'eau, quel type d'usage, jusqu'à quel degré, quel type de périmètre, on l'a déjà bien largement discuté, toute la question de l'évaluation des indicateurs, toutes ces questions-là qui sont posées, qui demeurent, on les prend comme quelque part un point de départ, un point de contexte dans lequel on s'inscrit, mais le but n'est pas ici de le développer. En tout cas, on retient les deux recommandations majeures et sur lesquelles on va quelque part revenir maintenant et qui fixe le cadre du passage, du glissement que l'on fait parfois à tort ou à raison entre gestion intégrée de l'eau et gestion intégrée par bassin, mais qui se retrouve aussi dans toute une série de directives européennes. L'idée à la fois d'une promotion, d'une coordination accrue entre usage et usagers et de résolution de rivalités d'ordre hétérogène dans le langage que nous a posé par exemple David Aubin, ou intersectoriel, comme on l'a pu le voir chez Karine Igold, et l'idée vient de dépasser un certain nombre de découpages en silos de la gouvernance des ressources en eau. Et la deuxième perspective, elle, qui vise, selon des procédés normatifs, à promouvoir l'échelle du bassin comme théoriquement supérieure. Alors, nous, on se sépare un petit peu de ces recommandations. L'idée n'est pas d'en rester là, mais en fait de se poser une question très empirique de base. C'est comment, en prenant un fleuve tel que le Rhône, les acteurs gèrent-ils leurs ressources en prenant l'entier du fleuve, de sa source à son delta, selon quel mécanisme opérationnel, politique, institutionnel à l'œuvre, comment ils coordonnent en pratique leurs usages et à quelles échelles. Et on aurait pu mettre d'ailleurs des S un peu partout dans cette dernière question. Donc c'est un questionnement empirique, on se le pose dans le cadre du projet Gouv-Rhône entre la France et la Suisse. Côté français, on doit dire que dans le cadre du projet de recherche, on se centre surtout sur le périmètre du Haut-Rhône, donc qui va de la Suisse jusqu'à Lyon. Néanmoins, dans le cadre de ce papier, on a une visée plus globale à l'échelle de l'ensemble du fleuve, pour ne pas dire de son bassin. Et puis mentionner que ici, c'est bien l'intention de donner davantage une vision panoramique qui est complémentaire quelque part d'une vision plutôt centrée sur les acteurs et leurs micro-pratiques
tel qu'a pu le faire excellemment David Aubin dans sa présentation. Donc c'est bien d'avoir une vision panoramique d'un fleuve et de voir quels sont les principes de gouvernance qui justement l'organisent. Alors pourquoi le Rhône? D'abord, c'est un fleuve majeur, important à l'échelle européenne, évidemment. Deuxièmement, il est intéressant parce qu'il a une forte diversité de profils hydrologiques ou hydrographiques, d'un torrent, d'un régime alpin en amont de Brigue. Puis, lorsque l'on redescend ensuite son cours, un régime beaucoup plus régulé en aval de Genève et complètement régulé, ouvert à la navigation en aval de Lyon. Avec une immense diversité d'espaces institutionnels, de territoires institutionnels, de règles, de régimes juridiques, selon les cantons, tout d'abord en Suisse, où le droit de l'eau varie, on le sait, selon ensuite le contraste international, bien sûr, avec un pays membre de l'Union européenne et un autre qui ne l'est pas. Et puis des diversités d'ordre politique où la diffusion des normes, notamment des normes de gestion intégrée de l'eau, ne prend pas la même temporalité. Karine l'a très bien expliqué, la gestion intégrée par bassin arrive sur l'agenda relativement plus tardivement en Suisse qu'en France, pour toute une série de raisons. Et un grand nombre d'activités qui en dépendent, ou finalement de secteurs et d'usages hétérogènes que l'on doit prendre en considération. L'autre point pour nous le plus intéressant, qui fait tout le sel de ce cas, c'est l'absence, a priori, d'instances de coopération à l'échelle du fleuve. Voilà, je prends vraiment garde de ne pas dire du bassin. À l'échelle du fleuve, l'absence d'institutions de coordination entre la France et la Suisse, c'est la première échelle quand on prend le fleuve qui saute aux yeux, mis à part la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, qui, entre France et Suisse, touche plus particulièrement des enjeux de qualité du lac, qui ont des impacts aussi, évidemment, sur le Rhône, à Genève et le Haut-Rhône. Mais donc, l'absence d'institutions de coordination, donc l'absence d'un léviathan, d'un grand gouvernement du fleuve, comme ça, d'aucuns rêveraient, et du coup, la possibilité d'analyser en pratique la gouvernance de ce cours d'eau. Et puis, un contexte de changement climatique, tout d'abord, avec des récurrences plus fortes d'événements extrêmes, peut-être une difficulté plus importante qui commence à émerger de réguler les quantités entre l'amont et l'aval, avec une centrale nucléaire à refroidir juste à quelques kilomètres de la Suisse, et du coup des difficultés peut-être plus cruciales par le passé, tant en période de sécheresse que de crues sévères à se coordonner. Et ce que l'on voit apparaître et ce que l'on va vous montrer maintenant, que l'on a voulu présenter ainsi, c'est 5 modèles de gestion intégrés au sein de ce périmètre qu'est le fleuve Rhône. Et je rebondis, quelle magnifique opportunité là tu nous as donné, Karine, sur ta conclusion quelque part. On n'a pas fait exprès, mais ce qui nous saute aux yeux évidemment, c'est clairement en pratique la gouvernance polycentrique et la façon dont ces acteurs, publics ou privés, au cours de l'histoire, ont trouvé des institutions de façon plus ou moins souple et volontaire, plus ou moins bottom-up et top-down, de régler leurs problèmes de coordination. Et les différents modèles que l'on va vous présenter maintenant, ils se juxtaposent, c'est-à-dire qu'ils coexistent à l'heure actuelle au sein du fleuve. Ils se complètent, certains se superposent et offrent ainsi une géographie
assez souple et flexible, avec des espaces, on dirait, fonctionnels peut-être, ou peut-être pas, on verra, mais multiples, qui s'ajustent entre eux comme un puzzle, chacun ayant ses propres objectifs de départ et surtout son propre type de fonctionnement. Et je vais laisser ensuite Christian les présenter en détail, je reviendrai en conclusion, mais on observe vraiment une grande diversité de palettes d'instruments de coordination mis en place, avec des coordinations interinstitutionnelles comprises au sens entre autorités publiques minimales et souples, des contrats de concession avec des acteurs privés assez intégrateurs dans leur substance, qui prennent en compte différents usages, une agence de l'eau qui oscille entre la gestion publique et une gouvernance plus collective, l'auto-organisation entre appropriateurs, pour reprendre ce terme, ou usagers dépositaires de droits, de dispositions en tout cas assez fermes qui se coordonnent entre eux. Et puis, en émergence, une gouvernance multiniveau qui essaye de donner une cohérence tant bien que mal à cet ensemble, car on sait bien, si chez Ostrom, toutes les qualités de la gouvernance polycentrique, c'est d'offrir de la souplesse, des capacités d'apprentissage, d'adaptation, une flexibilité, des coûts certainement moins importants de coordination, toute la difficulté qui en découle, c'est la cohérence que l'on peut retrouver autour de cet ensemble, et c'est là-dessus certainement que l'on terminera. Alors sur ce, je laisse Christian donc vous présenter ces 5 modèles. Ça va fonctionner, très bien. Bien, bonjour tout le monde. Ça marchait? Oui, c'est bon. Très bien, bonjour tout le monde. Donc maintenant l'idée c'est d'aller un peu creuser dans cette boîte à outils, voir comment ces mécanismes fonctionnent, comment les acteurs se mettent d'accord pour faire fonctionner ces mécanismes. On va donc commencer par le premier modèle, coordination interinstitutionnelle minimale et souple, avec principalement ici le cas du Valais, en Valais, donc le canton du Valais qui est le canton qui va en fait des sources du Rhône jusqu'au lac Léman, plus ou moins, avec une gestion du fleuve qui se fait principalement à l'échelle cantonale, avec un acteur public qui est ici essentiel, propriété du Rhône, qui est en général les eaux de surface en Valais sont propriété des communes, mais le Rhône lui reste en propriété communale, avec un fleuve qui est entièrement canalisé, une vallée du Rhône, une vallée du Rhône valaisan qui a été complètement remodelée, comme l'ont notamment montré les travaux de Steuble et Renard, et avec la question du rôle ici de ce canton qui fonctionne, somme toute, de façon assez autarcique, relativement déconnecté du reste du bassin versant, avec notamment la question du Léman, qui fait une coupure importante, mais qui est quand même déconnectée, avec la question de se dire, la question qu'on se pose nous, en tout cas, de se dire quel pourrait être l'effet ou bien l'action de ce canton, par exemple, lors d'une situation critique à Lyon. Donc c'est une question qui peut être un peu grosse comme ça de prime abord, mais qui mérite néanmoins d'être posée, avec la question de savoir est-ce qu'une situation critique en termes d'inondation pourrait être anticipée grâce à une action qui se passerait dans le canton du Valais. Donc on a ici un modèle qui est caractérisé par sa déconnexion quant au reste du bassin versant hydrographique, le lac qui agit comme coupure et qui peut être considéré comme une raison de l'indépendance, de cette indépendance dans le cas du bassin versant du Rhône. Le deuxième modèle, alors attendez, moi j'ai avancé sans vous montrer les... Voilà, le deuxième modèle, les contrats de concession intégrateurs. Donc ici on a 2 cas de figure. On a tout d'abord la position de Genève, position de Genève qui est charnière. On a une position charnière du point de vue géographique tout d'abord, avec un barrage, le barrage du Seget qui est une infrastructure qui fonctionne comme un robinet, qui va décider la quantité d'eau qui va partir à l'aval depuis Genève. Et donc Genève qui a ici déjà, de par sa position géographique, des obligations et des responsabilités. Obligation, c'est quoi? C'est tout d'abord de faire respecter les niveaux qui sont définis par l'acte intercantonal de régulation des niveaux du Léman. C'est donc un dispositif qui va permettre de définir ces cotes tout au long de l'année, mais dispositif intéressant puisqu'il dépend uniquement en fait des parties suisses. Donc la partie française ici n'intervient pas. Donc le lac Léman, malgré le fait que la France ait une partie importante des berges, n'agit pas sur les niveaux, n'a pas de droit de regard sur ces niveaux. Et donc une responsabilité du canton de Genève pour la sécurité à l'amont, mais aussi à travers l'acte intercantonal sur les quantités d'eau qui vont partir à l'aval.
Du point de vue politique, donc, il y a un rôle important, le lien entre l'amont et l'aval. Le canton de Genève est aussi souvent mobilisé dans ses relations avec la France, beaucoup plus que d'autres cantons, comme par exemple le canton de Vaud ou le canton du Valais. Et aussi Genève qui est dans une position intermédiaire, puisqu'elle est à la fois l'acteur public qui est chargé de cette régulation, mais également actionnaire de l'opérateur hydroélectrique qui va, dans les faits, gérer le robinet. Donc on a ici vraiment une position qui est assez particulière. Donc cette délégation de compétences au service industriel de Genève pour la régulation de ce barrage de Seget, donc pour la régulation des niveaux du Léman, est assez intéressante, puisque l'opérateur ici est contraint par cet acte intercantonal, il doit respecter les niveaux, mais néanmoins, tant qu'il respecte la fourchette qui est définie par l'acte intercantonal, il peut vraiment mettre en œuvre une stratégie de production hydroélectrique propre, et donc peut décider quelles sont la quantité de débit qui vont partir à l'aval ou pas. Forte autonomie dans cet opérateur dans les choix de gestion stratégique et dans ses modes opératoires du quotidien. Et donc, une coordination amont-aval des débits du fleuve qui se font uniquement sur la base des programmes de production hydroélectrique ou principalement sur la base des programmes de production hydroélectrique. Et ici, une première coordination qui existe entre opérateurs hydroélectriques des deux côtés de la frontière. Donc on a un modèle qui est caractérisé par la forte présence de la production hydroélectrique, qui est très importante ici, par la forte emprise de l'acteur public également, le canton de Genève qui a vraiment la fonction de pivot, de charnière, et par une coordination amont-aval qui est uniquement basée donc, sur la production hydroélectrique, principalement entre opérateurs. Toujours dans ce modèle, dans ce deuxième modèle, on va voir ce qui se passe plutôt du côté français, avec en France, comme on l'a déjà vu, le bassin versant comme échelle de gestion de l'eau depuis la loi de 1964, avec ici, dans le cas du Rhône, une gestion par bassin versant, mais qui se limite néanmoins à l'échelle nationale. Donc c'est le bassin versant français, mais pas suisse, on s'arrête vraiment aux frontières. Le Rhône en France, un objet également particulier. Tout d'abord, on passe du périmètre fonctionnel à la gestion dite intégrée. Tout d'abord, le Rhône a toujours été, ou très longtemps été considéré comme un outil de production énergétique, vraiment la houille blanche, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, comme ont montré les travaux de Pritchard. On est vraiment aussi dans une vision de production, de reconstruction de la nation française grâce notamment à la production hydroélectrique. Et on passe petit à petit à une gestion plus intégrée, multi-usage, où le cahier des charges des opérateurs va évoluer vers l'intégration croissante d'usagers autres que la production hydroélectrique. Une concession unique pour un opérateur qui est donc la Compagnie nationale du Rhône, une concession qui a été attribuée en 1932 pour 90 ans. Donc ici, vous avez depuis la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée un seul opérateur qui est en charge du Rhône, c'est un opérateur du Rhône, comme on pourrait dire. Et donc, comme je vous le disais, depuis les années 1900, fin des années 90-2000, l'environnement qui vient au centre des préoccupations, notamment avec la DCE et la loi Grenelle, avec l'apparition de nouveaux cahiers des charges qui vont contraindre un peu plus ou demander aux opérateurs d'élargir leurs opérations et leur prise en compte d'autres usages de l'eau. La création du plan Rhône, qui est aussi importante, à la base, un instrument de politique publique qui a été créé pour la gestion des crues et des inondations, mais qui va aussi inciter à la participation du public, inclure et participer à cette inclusion croissante d'usages autres que l'hydroélectricité. Et enfin, un modèle intéressant, puisqu'on arrive doucement à la fin de cette concession unique sur le Rhône, 2023. Il ne reste pas beaucoup de temps pour une concession de cette ampleur-là. Donc une opportunité aussi pour l'acteur public de réfléchir à ce que doit être la gouvernance du Rhône, à réfléchir à ce que peuvent être les nouvelles possibilités et à réfléchir à comment gérer ce bassin versant. Troisième modèle, les agences de l'eau entre gestion publique et collective, avec ici une institution de gestion à l'échelle de chaque grand bassin versant, bassin hydrographique français, comme on l'a vu dans les présentations de ce matin. Agences de l'eau qui constituent un premier niveau de décentralisation des politiques de gestion de l'eau en France, qui ont vraiment une instance, c'est donc une instance décisionnelle, qui permet également le financement d'un certain nombre de projets, qui a pour mission la coordination entre différents instruments de planification de l'eau, à l'échelle du bassin et du sous-bassin, donc les SDAGE et les SAGE, évidemment. Donc le SDAGE qui est une portée réglementaire qui est quand même moins importante que le SAGE et qui est en charge des agences de l'eau. Des agences qui sont à l'interstice entre gestion publique, donc représentante de l'État, avec une portée réglementaire et financement, et gestion collective. Pourquoi je dis gestion collective? Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a un fonctionnement qui est fortement caractérisé par des mécanismes participatifs, de coproduction, on dira même, à l'échelle du bassin versant,
avec l'intégration notamment d'une grande variété de groupes d'usagers au sein des instances de décision, des processus de décision, avec une gouvernance et une orientation stratégique de gouvernance du Rhône qui est construite dans une perspective qu'on va dire collective, même si après dans les faits effectivement c'est des difficultés, mais les grands principes sont là en tous les cas. Quatrième modèle, ce que l'on appelle l'auto-organisation entre appropriateurs privés, avec donc tout d'abord, comme on l'a vu, vous avez ici une carte qui montre grossièrement cette configuration, en tout cas depuis le Léman jusqu'à Lyon. Vous avez donc à la fois des acteurs publics et des acteurs privés qui agissent souvent sous le modèle de la concession, avec un modèle de gestion qui découle en partie de l'auto-organisation d'opérateurs énergétiques privés. Vous avez ici les flèches bleues, sont les flèches qui représentent en fait des accords de droit privé entre les acteurs. On voit que ces acteurs, notamment la CNR, donc la Compagnie nationale du Rhône, les SIG, les services industriels de Genève et Électricité de France, qui est responsable des centrales nucléaires au long du Rhône, s'arrangent pour échanger l'eau, trouvent des mécanismes, des contrats, des conventions de droit privé pour échanger l'eau. Donc jusqu'à récemment, on avait assez peu de velléité de la part des acteurs d'être impliqués dans la régulation des usages amont. C'est un fonctionnement qui était plutôt bon, un mécanisme qui fonctionnait sans trop de problèmes. Mais suite à des étiages sévères et d'autres problèmes de coordination, certaines caractéristiques ont été mises en lumière, certaines caractéristiques de cette configuration. Et l'État central cherche aujourd'hui à renforcer sa capacité de pilotage quant au mode opératoire du Rhône. Surtout en France, on a vraiment ce retour de l'État central qui a été mis quelque part un peu de côté de l'ensemble de cette auto-organisation et qui cherche à récupérer cette place au centre de la configuration. Donc un modèle caractérisé par une gestion sectorielle du Rhône, principalement pour la production énergétique, avec un périmètre fonctionnel qui dépasse les frontières. Ici, on a vraiment cette dimension transfrontalière, mais qui dépend uniquement et principalement des acteurs privés, avec cette auto-organisation entre opérateurs. Enfin, le dernier modèle de gestion, une gouvernance multiniveau en émergence à l'échelle transfrontalière. Dans le cas du Rhône, on voit que la gestion par bassin versant se limite au périmètre des États et des cantons. Ça, on l'a très bien vu, à part cet espace fonctionnel hydroélectrique. On a une absence de périmètre fonctionnel clair dans le cadre des coordinations transfrontalières. On a vraiment ici le seul lien qui est fait, qui est le modèle 4, qui est tourné vers l'énergie. Des prémices de gouvernance multiniveau qui apparaissent grâce ou à cause de la directive 4 sur l'eau, avec notamment les obligations de rapportage, d'élévation de la qualité. C'est un très bon exemple ici, c'est l'exemple des chasses sédimentaires de Verbois. Le barrage de Verbois, qui est un barrage suisse, qui a procédé à une chasse sédimentaire qui pouvait potentiellement avoir des impacts sur la partie française. La France a voulu avoir une mise à l'enquête publique et toute une démarche pour pouvoir correspondre en fait, aux exigences imposées par la DCE. Donc vraiment ici, ces prémices de gouvernance multiniveau qui arrivent de façon ponctuelle. Le Léman comme première base pour une institutionnalisation de la coordination amont-aval, cet acte intercantonal donc, qui réunit les acteurs mais qui est en fin de compte très peu flexible et qui est vraiment au centre des discussions. Et une combinaison de facteurs qui permettent de reconsidérer l'échelle de gouvernance, en tout cas d'y réfléchir, avec notamment donc ce retour de concession du Rhône, qui est vraiment une fenêtre d'opportunité ici pour l'acteur public de réfléchir à sa position et de réfléchir à ce qu'il veut faire avec cette gouvernance du Rhône, avec des focusing events symptomatiques, notamment les chasses sédimentaires, qui mettent en lumière certains problèmes de coordination, avec des étiages sévères également qui ont eu lieu. Et enfin, différents travaux scientifiques concomitants, donc le projet Gouv-Rhône, mais aussi d'autres projets qui sont menés notamment par l'Agence de l'eau, qui montrent également ces enjeux autour d'une gestion transfrontalière entre les acteurs. Voilà, donc pour passer sur la conclusion, je crois qu'on est à peu près dans les temps. Tout d'abord, si on a essayé de croiser en fait, ces différents modèles avec différentes variables d'analyse, la première, ce serait coordination entre acteurs du bassin versant. On voit qu'on a une relativement faible coordination à l'échelle du bassin. On voit également que moins il y a d'usage, plus le périmètre est large. Ça, c'est assez intéressant, vraiment avec cette concession au Rhône, notamment qui va de la frontière jusqu'à la Méditerranée. Si on regarde maintenant l'inclusion multi-usage, on voit que cette inclusion, elle tend à l'augmentation. On passe vraiment de, tout d'abord, cette vision du Rhône productive, autant côté suisse que français d'ailleurs. Vraiment cette houille blanche ou bien ce support à l'irrigation qui change aujourd'hui, avec l'inclusion croissante d'usagers, des usagers différents. Si on regarde maintenant l'échelle de gestion, on voit que le bassin hydrographique n'est en tout cas pas l'échelle de référence dans la pratique. On voit qu'on a les limites des frontières institutionnelles et des frontières politiques qui sont extrêmement fortes.
On voit qu'on a un espace fonctionnel énergétique qui permet de dépasser ces frontières ou ces limites qui existent, mais c'est vraiment pour l'instant la seule fenêtre qui va vers ce dépassement-là. Et la difficulté actuellement de définir cette échelle de gestion à l'échelle transfrontalière avec les acteurs qui réfléchissent à ce que pourrait être ce nouvel espace de gouvernance, comment le périmétrer. On voit qu'on a un fleuve dont l'histoire est donc principalement dédiée à la production électrique et où le bassin versant est loin d'être considéré comme l'échelle de référence. On voit qu'on a des politiques de gestion du Rhône qui se sont progressivement tournées vers une inclusion du plus grand nombre d'usages, ce que je vous disais tout à l'heure, notamment depuis les années 2000, et vers des préoccupations de plus en plus environnementales, avec des cahiers des charges qui sont également de plus en plus exigeants. On voit qu'on a des politiques de gestion qui visent aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une intégration, entre guillemets, mais qui ne se développent pas de façon homogène au sein du bassin versant, avec vraiment par exemple ce modèle de l'agence de l'eau français qui essaye vraiment de viser cette intégration, mais qui se limite malgré tout aux frontières françaises. Et un retour de l'acteur public qui garantit la prise en compte d'un plus grand nombre d'usages, mais qui induit également une complexification des mécanismes de gouvernance, avec parfois des initiatives qui se superposent et un certain flou également dans les acteurs concernés, dans les acteurs en charge ou aux responsabilités. Des dispositifs qui bénéficient des avantages de la gouvernance polycentrique, donc on a la souplesse, coût de coordination réduit, innovation et apprentissage, avec des échelles qui sont adaptées à chaque problème. En revanche, on peut se poser la question effectivement de pourquoi l'échelle du bassin versant n'a pas émergé comme échelle commune de gouvernance du fleuve. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, mis à part l'usage énergétique qui pose des questions particulières de coordination, on ne peut pas dire que ce périmètre représente à l'heure actuelle un référentiel commun, ou en tout cas le niveau d'instauration, le passage obligé pour coordonner les différents usages. Alors, pourquoi ? Eh bien, différentes hypothèses peuvent être posées. Tout d'abord, le manque de rivalité exacerbée ou de messy problem à l'échelle du Rhône, et effectivement, à l'inverse de cas comme celui du Rhin. Christian en a un petit peu parlé, il y a quelques tensions qui ont émergé récemment, mais qui n'ont pas non plus atteint un niveau de complexité tel que ça a provoqué un électrochoc chez les acteurs. Deuxième hypothèse, c'est la force des freins institutionnels qui serait indépassable, non seulement celui de la frontière nationale, mais aussi de la frontière intérieure ou extérieure, je ne sais pas comment dire, de l'Europe, de l'Union européenne, qui applique des critères tout à fait différents. On peut envisager donc différentes hypothèses, ou simplement parce que pour l'instant, à ce stade, voilà, les acteurs, dans une perspective de bottom-up, n'éprouvent pas le besoin d'investir dans des institutions de cette échelle-là. Cependant, la question se pose, une échelle plus vaste, pourquoi faire ? Et c'est bien la question que l'on se pose dans le cadre du projet Gouvrone. L'enjeu, le premier, c'est celui du monitoring de la ressource et de la qualité écologique. Effectivement, David Aubin en a parlé sous l'angle plutôt de la bureaucratisation, mais la directive 4 pose clairement des objectifs de ce point de vue. Et là, le fait que le pays aval, donc la France, soit contrainte de rapporter et que le pays amont, lui, ne le soit pas, et du coup ne soit pas contraint de aussi mettre en œuvre certaines prescriptions, ça commence à poser des difficultés qui pourraient peut-être faire évoluer la donne. Donc là, on a aussi des enjeux d'emboîtement d'échelle, et où l'échelon supérieur européen actuellement est une pression institutionnelle certaine. La question du partage équitable de la ressource peut être posée. C'est un des principes de la convention de UNECE qui est posé, et où des revendications de la part du pays aval peuvent émerger. Les rivalités hétérogènes,
Christian a bien montré ce paradoxe qu'on a découvert dans le cadre du projet, qu'effectivement, plus l'usage est restreint, plus le périmètre est vaste quelque part, et surtout pour ce qui concerne l'hydroélectricité évidemment. Et en revanche, les rivalités hétérogènes maintenant sont plus fortes. Le cas des chasses sédimentaires qui comprend lui seul une quinzaine de rivalités potentielles autour de cette simple situation-là conflictuelle, en est un bon exemple et nécessiterait certainement de nouvelles institutions de coordination. Et puis, j'en ai parlé en introduction, l'adaptation au changement climatique qui se pose également. Alors, comment les acteurs vont-ils ou peuvent-ils envisager d'atteindre une coordination à cette échelle-là? Il nous semble que finalement, cette gouvernance polycentrique que l'on a pu observer, elle est intéressante, mais son principal défaut, comme je l'ai dit au départ, c'est la question de la coordination, de l'ajustement entre ces différents dispositifs, et donc celui du monitoring du fleuve, et où finalement l'enjeu, il est peut-être de bien comprendre quels sont les flux, quel est le niveau de qualité, donc par la connaissance et surtout par l'information, plus que par les institutions de droit. Une coordination souple minimale entre ces différents dispositifs serait dans une première perspective efficace. C'est ce que les spécialistes de la régulation peuvent considérer sunshine regulation, ou régulation par coup de projecteur, où l'information est là pour créer une mise en cohérence de différents dispositifs autour d'une ressource commune. Voilà, je vous remercie on vous remercie tous les deux pour votre attention. Christian, tu avais une chose à ajouter, je crois. Voilà. Parfait. Donc, une page de pub. Je profite de la tribune et du fait qu'on soit un jour de la Journée mondiale sur l'eau pour vous annoncer que l'on ouvre à l'Université de Genève et à l'Institut des sciences de l'environnement un CAS en gestion et politique de l'eau, avec une première volée qui débutera en septembre 2014. Donc vous avez des documents qui sont juste sur la table à l'extérieur, n'hésitez pas à vous servir et à me demander si vous avez des questions par rapport à ce programme en cours d'emploi. Merci.